de dollars. Donc, on comprend bien que, alors qu'on n'a même pas encore Internet qui est déjà bien implanté partout, on est déjà en train de perdre énormément de dollars. Est-ce qu'on attend d'arriver à un taux de pénétration très élevé pour commencer à se poser des questions, ou alors on prend les mesures dès maintenant? Et ça revient bien entendu à ce qu'on dit déjà depuis tout à l'heure. Le tout premier pilier, c'est la stratégie. Et qui parle de stratégie parle d'organisation de la cybersécurité, de la sécurité tout court, à la fois dans le privé, dans le personnel et même dans les entreprises. Et on peut aller beaucoup plus loin dans les États et ainsi de suite. Et ça veut dire également penser aux normes, aux certifications. Et là, on parle de politique, de procédure dans notre organisation de cybersécurité. Ça, c'était pour la première partie, pour le premier pilier. La cybersécurité a un impact très important sur nos entreprises au Gabon. J'ai en mémoire, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, moins de 2 ans, 6 des 12 sites du gouvernement au Gabon ont été indisponibles pendant plusieurs heures liés à une cyberattaque. On ne va pas attendre que ça se reproduise à l'échelle de nos entreprises, à l'échelle de nos États, et que ça se reproduise beaucoup plus massif pour prendre conscience des enjeux de la cybersécurité dans notre pays. Je pense que nous pouvons passer à l'axe 2, parce que déjà, ça répond à une question que se posait l'un de nos inscrits, qui se demandait quels sont les chiffres au niveau du Gabon par rapport à la cyberattaque. Donc, je pense que cette personne a bien été édifiée. Donc, si nous pouvons passer à l'axe 2, M. Didier. Alors, l'axe 2, c'est l'axe le plus intéressant. C'est celui qui nous réunit, je pense, tous aujourd'hui ici, entre autres, hein, bien entendu. Et c'est celui qui intéresse beaucoup l'université virtuelle et que je remercie. J'en profite également pour remercier de nous avoir invités sur ce plateau. C'est l'axe humain. Quand on parle d'humain, on dit que la sécurité, c'est bien d'avoir des stratégies, c'est bien de se dire qu'il faut être organisé, mais derrière, ces personnes qui font la sécurité dans une entreprise, ces personnes doivent être formées. Et donc, quand on parle de l'humain, on parle du recrutement, on parle des compétences, on parle de se poser des questions d'externalisation. Formation. On parle des formations, on parle de la sensibilisation. Et aujourd'hui, autour de la table, il y a beaucoup de très belles initiatives qui sont déjà faites dans notre pays, au Gabon. Il y a déjà l'université virtuelle, comme vous l'avez dit au début, Alida, qui propose déjà une licence cybersécurité. C'est très intéressant que les personnes aillent se documenter là-dessus et voir qu'est-ce qui est fait déjà à ce niveau. C'est au Gabon, c'est une première, ça n'existe pas ailleurs. C'est l'occasion de se poser des questions dans ce sens. Après, du point de vue des entreprises, parce qu'on se doute bien que les entreprises n'en verront pas forcément, ou peut-être que je me trompe, hein, les collaborateurs venir se former à une licence cybersécurité, il y a des formations qui peuvent aussi être proposées. D2S, c'est un cabinet de conseil, un centre de formation qui accompagne les entreprises dans leur formation, dans leur montée en compétences à la cybersécurité. Après, il y a aussi d'autres entreprises, et là, je crois que Laïka, autour de la table, peut dire comment elle accompagne du point de vue humain les entreprises au Gabon sur les notions de sécurité. Ok, merci Didier. Alors, je pense qu'à ce niveau, je pense que tu as déjà décliné les grandes lignes sur le plan humain, mais un point qui est important au sein de l'entreprise, et là, je vous parle encore de ce que nous, on constate lorsque l'on discute avec les clients, lorsqu'on échange. Et là, je vais donner effectivement aussi quelques données. C'est pour dire que 90% des cyber-risques est lié d'abord au facteur humain. Donc, il y a un grand travail pédagogique à faire au niveau des entreprises. Il faut sensibiliser les hommes, il faut sensibiliser les personnes qui sont au sein de l'entreprise sur les risques, sur la portée de leurs actes, sur ce que ces actes-là peuvent avoir comme incidence sur l'utilisation au quotidien de leurs outils de travail. Aujourd'hui, nous sommes majoritairement dans le cloud. Nous sommes tous connectés à Internet. Toutes les entreprises sont connectées, ont un réseau qui est connecté à Internet. Donc, par rapport à cela,
il faut que les personnes, les humains qui travaillent au sein de l'entreprise, les hommes qui composent l'entreprise soient sensibilisés. Et donc, pour ça, il faut effectivement que le RSSI, donc le responsable sécurité de l'entreprise, ou tous les acteurs, en tout cas, qui garantissent la protection, la sécurité du système d'information, soient totalement partie prenante et qu'elles sensibilisent les utilisateurs. Nous avons un truc simple, les clés USB. Ça paraît tellement simple, en fait, de brancher une clé USB et de pouvoir travailler. Mais ces clés-là sont vecteurs, sont porteurs justement de virus. Vous ouvrez un mail, vous avez de plus en plus de phishing. Vous ouvrez un mail, vous cliquez sur un lien. Il faut savoir justement sensibiliser sur comment identifier tout de suite une information qui paraît fausse ou qui paraît pas sécurisée. Donc là-dessus, il y a un énorme travail à faire parce que je vous assure que lorsque l'on regarde, la majorité des attaques qui viennent en entreprise sont apportées par le facteur humain. Donc là-dessus, il y a un gros travail de sensibilisation à faire. Donc, l'initiative aujourd'hui de l'université virtuelle privée est très bonne. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte en discutant avec les jeunes, moi j'ai beaucoup de stagiaires, et lorsqu'on discute avec les jeunes, on se rend compte qu'ils ne sont pas toujours au courant des débouchés. Tout le monde veut faire, par exemple, de l'informatique, mais il y a l'informatique dans l'informatique, comme on dit. Donc, il faut savoir justement, donc là, c'est maintenant sur le plan pédagogique, et cette initiative est très bonne parce qu'avoir une licence en cybersécurité, ça va permettre qu'il y ait plus de Gabonais qui puissent adresser ce besoin. Et ce besoin, comme Yann l'a dit tantôt, c'est un besoin qui aujourd'hui est réellement important pour tous les États. Je sais en plus qu'il y a beaucoup d'acteurs parmi nous qui doivent le savoir. C'est difficile aujourd'hui de trouver un profil en cybersécurité au Gabon. C'est difficile de trouver un RSSI. Lorsque vous voulez vraiment recruter quelqu'un, à moins de faire le choix de parier sur un junior que vous allez, pour lequel vous allez assurer la montée en compétences. Donc, l'initiative, elle est très bonne. Maintenant, des acteurs comme nous, ce que l'on fait, c'est qu'on accompagne, on forme. On a donné une formation il y a 2 mois sur Certified Ethical Hacker, par exemple. Ça, c'est dans le cas de ST Digital. Et on a eu beaucoup d'entreprises qui ont envoyé leurs responsables sécurité se faire former chez nous. Et c'est vraiment de vous mettre en condition. Donc, c'est de dire, OK, comment réfléchit un hacker aujourd'hui? Comment aujourd'hui, si vous voulez assurer la sécurité de votre entreprise, il faut que vous ayez le mindset d'un hacker. Il faut que vous vous mettiez en condition comme un hacker. Il faut que vous soyez complètement aguerri pour pouvoir adresser les besoins. Donc, on vous met en condition. Il y a des labs, il y a des tests qui sont organisés et qui vous permettent aujourd'hui justement de monter en compétence sur ces technologies. Ce que l'on fait également, c'est vraiment de la montée en compétence en fonction des niveaux. C'est-à-dire si vous recrutez un junior, ça peut être par exemple le cas d'EcoBank ou d'une autre entreprise nationale ou internationale, vous recrutez un junior et vous voulez en faire demain un RSSI, et bien nous on va vous dire, OK, pour être un RSSI, il faut avoir CEH comme certification, il faut être certifié sur CISSP, etc. Donc ça, c'est aussi des parcours que l'on donne comme ça. Donc moi, je voulais vraiment insister sur le fait où il faut absolument que le facteur humain, il faut absolument que les responsables sécurité que nous sommes ou que vous êtes sensibilisent leurs usagers sur les risques, et c'est un point qui est très important. Ça peut être aussi sur le plan personnel. J'en reviens toujours. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à parler de cybersécurité uniquement pour les entreprises. Mais la cybersécurité touche les entreprises, elle touche les États, elle touche les pays, elle touche les continents, mais elle touche aussi les personnes que vous êtes. Donc, c'est à vous aussi savoir que lorsque je suis sur Facebook, voilà le type de confidentialité que je dois mettre. Sur WhatsApp également. On a vu de plus en plus de personnes quitter WhatsApp pour aller vers Telegram en se disant que c'est plus sécurisé, mais il faut justement savoir comment nous-mêmes, on est acteur de nos propres data et comment on assure la sécurité de nos informations. Donc, voilà ce que je peux rajouter par rapport à cela. Yann, je te passe la parole si tu as autre chose à rajouter. Merci Laïka. Donc, dans le pilier 1, nous avions la prise de conscience d'une entreprise qui se dit, OK, le risque de cybercriminalité est là, j'ai besoin de me protéger, j'ai besoin de m'organiser, je mets en place une stratégie pour prévoir tout ce qui peut être attaque, pour prévoir tout ce qui peut être risque.
Maintenant, il faut que j'amorce ma stratégie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de recruter un expert en sécurité des systèmes d'information et je regarde sa formation? Je pourrais me tourner vers l'université virtuelle, regarder en fait quel est le pack de formation qu'elle peut offrir à, à un compatriote qui pourra aider mon entreprise à piloter la stratégie de cybersécurité. Tout comme je peux me tourne vers un cabinet, une grande entreprise qui a toutes ces certifications pour pouvoir m'accompagner dans mon projet de stratégie de cybersécurité et j'externalise ce service. Donc, une entreprise a le choix d'aller entre l'hébergement donc en local des ressources qui vont piloter la partie cybersécurité ou externaliser le service. Ensuite, il y a un côté qui est vraiment très important. Il faut savoir que ce n'est pas parce que j'ai pris un RSSI dans mon entreprise que je suis protégé, parce que derrière, la cybersécurité, c'est tout un programme. Il y a différentes fonctions qu'il faut avoir pour pouvoir répondre de sa cyberstratégie. Nous parlions tout à l'heure de la partie SOC. Le SOC est juste toute une plateforme de surveillance de l'infrastructure et de l'architecture informatique. À quel moment je vais savoir que je suis attaqué? Eh bien, parce que le SOC aura détecté qu'il y a un ordinateur portable d'une adresse IP XXX qui tente de se connecter à mon firewall, donc à mon pare-feu. Et de là, le SOC pourra passer une alerte. Donc, vous voyez bien que seul le RSSI, communément appelé responsable de la sécurité du système d'information, ne pourra pas répondre de cette cybersécurité. Il a vraiment besoin d'autres fonctions dont l'entreprise, dans sa stratégie de cybersécurité, peut décider d'avoir en interne ou en externe. Et ici, dans ce webinaire, nous avons les deux aspects, donc l'université virtuelle qui peut former ou encore l'AICA qui représente ST Digital qui se positionne aujourd'hui en tant qu'expert dans ce domaine. Très bien. Moi, je pense qu'on a brossé le sujet. Juste pour terminer et passer au troisième pilier, j'aimerais vraiment m'attarder sur la partie sensibilisation. On a parlé de la partie formation et on le redit encore, l'université virtuelle propose désormais une licence cybersécurité. N'hésitez pas à vous informer là-dessus, à comprendre quel est le package qu'il vous propose et quel est le modèle qu'il vous propose de formation. Mais il reste encore la partie sensibilisation et on l'a bien vu, hein, Laïka en a parlé tout à l'heure. La crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, depuis maintenant plus d'un an, nous a permis de changer nos habitudes. Et les habitudes continuent à changer au fur et à mesure dans le temps. Les habitudes évoluent. L'informatique, lorsque ça arrivait au tout début, on est dans les années 90 à peu près, les attaquants se disaient, bon, la sécurité, je vais attaquer le firewall, je vais attaquer les équipements réseau, comme ça je pourrais exfiltrer les informations ou obtenir ce que je veux. Mais on a très vite vu, les responsables de sécurité que nous sommes, on a vu les habitudes des attaquants changer. Aujourd'hui, ils se disent, la personne, enfin le collaborateur qui va travailler, qui rentre dans le bureau, qui allume son ordinateur, c'est lui qui peut me faire entrer le virus dans l'entreprise. Donc, pourquoi je chercherais à attaquer un réseau, à attaquer un équipement réseau, si je peux tranquillement passer par le collaborateur? Et il y a plusieurs manières de le faire, mais alors là, toute une panoplie. Il y a une habitude que j'ai sur laquelle je reviens très souvent à chaque fois que j'ai l'occasion de partager avec vous sur la sensibiliser sur la cybersécurité, c'est les messages que nous recevons sur WhatsApp. Historiquement, avant, on recevait que des mails. On n'avait pas des smartphones. Et donc, on pouvait recevoir un mail qui nous disait « Félicitations, vous avez gagné un iPhone 12. Pour en bénéficier, cliquez ici ». Aujourd'hui, c'est non seulement le mail qu'on continue à recevoir, mais désormais, on reçoit des SMS. Les gens se sont tous retrouvés confinés dans l'urgence. On se sont retrouvés avec parfois beaucoup d'ennuis parce que les restaurants sont fermés, les bars sont fermés, les cinémas et les divertissements sont de manière générale arrêtés. Et donc, on se retrouve à la maison et on s'ennuie. Et quand on s'ennuie, qu'est-ce qui peut se passer? On reçoit des offres. L'opérateur X vous offre 100 gigas de données mobiles gratuits. Pour en bénéficier, cliquez ici. Ou encore, pour ne pas faire de la publicité, hein, la chaîne de transmission des films en streaming XY vous offre
tel abonnement pendant 3 mois gratuit compte tenu du confinement. Et très souvent, c'est tellement bien écrit, la proposition est tellement bien faite que vous avez l'impression que vous avez vraiment une offre. Ce que je dis souvent aux gens, comme on le dit au Gabon, la vie, c'est pas le lait. Ne pensez pas que vous êtes tellement beau ou tellement gentil ou tellement intelligent que vous serez chez vous et on va vous offrir 100 gigas. Ça n'existe nulle part qu'on vienne vous donner quelque chose gratuitement parce que vous n'avez rien fait. Chaque fois que vous allez cliquer dessus, même quand vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, il suffit de cliquer pour qu'il se passe quelque chose derrière dans votre téléphone. Soit ils vont prendre le contrôle de votre téléphone et votre téléphone sera utilisé comme zombie et donc comme un autre ordinateur pour attaquer d'autres ordinateurs, soit il sera tranquillement installé dans votre téléphone et il va exfiltrer les données. Il peut par exemple exfiltrer vos photos, vos vidéos et j'en passe. Soit encore, il va tranquillement s'installer et regarder tout ce que vous êtes en train de faire. Si vous avez un compte Airtel Money et que vous vous connectez sur votre compte Airtel Money, il va regarder le mot de passe que vous allez taper et hop, il pourra se connecter. Dès qu'il y a votre argent dessus, il va exfiltrer votre argent ou alors il pourra saisir votre argent et ainsi de suite. Il verra vos comptes auxquels vous vous connectez d'habitude, il verra vos mots de passe, il pourra se connecter à votre place et ainsi de suite. Donc, rassurez-vous, et ce que je le dis inlassablement, si vous recevez un message, ça n'existe nulle part qu'on vous aime tellement et on décide de vous offrir 100 gigas d'Internet ou gagner un iPhone 11 ou autre chose. Le pire dans ce genre de comportement, c'est que non seulement vous-même, vous n'avez pas obtenu ce que vous avez pensé, qu'on vous a proposé, c'est-à-dire les 100 gigas, mais vous décidez de le partager dans un autre groupe. Donc, vous le partagez dans un groupe où il y a potentiellement X personnes dans le groupe. Et en fait, lorsque vous le partagez dans un groupe de 30 personnes, il y a au moins une personne qui va cliquer également sur le lien. Et vous avez non seulement exposé vous-même, et également un de vos semblables. Et là, on le parle de manière privée, c'est vous et votre personnel, c'est vous et votre téléphone. Mais imaginez à l'échelle d'une entreprise. Imaginez que vous utilisiez l'ordinateur de votre entreprise quand vous êtes chez vous pour regarder un film en streaming et que vous cliquez sur un lien de ce type-là, l'ordinateur de votre entreprise se retrouve infecté, vous retournez au travail, vous posez l'ordinateur de votre entreprise, vous le connectez au réseau, le réseau de votre entreprise se retrouve infecté et les données sont infiltrées et ainsi de suite et une cyberattaque est arrivée. Donc, au-delà de la formation, certes, on vous apprend à connaître ce métier-là, mais il y a aussi la sensibilisation pour parler non seulement aux particuliers, que vous êtes ici aujourd'hui nombreux, mais également les responsables d'entreprise. Lorsqu'on a préparé ce webinaire, on a vu qu'il y avait autant de particuliers qu'à peu près des professionnels. Et donc, les professionnels qui sont présents avec nous, faites attention, véhiculer le message. La cybersécurité, j'ai pour habitude de le dire, ce n'est pas une notion qu'on partage une fois et on a l'impression que c'est passé. Il faut développer une vraie culture cyber. Et la culture cyber se développe en répétant les messages, en passant les messages, en prenant des cas d'usage et en explicitant aux personnes ce qui peut arriver si jamais on faisait une erreur. Voilà pour le deuxième volet. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose. Alida? Moi, je pense que c'est bon. Vu le temps, on va passer au troisième axe. Le troisième axe, du coup. Le troisième axe, c'est la méthode, c'est un axe de conception et c'est plutôt la méthode, la gestion des risques. La gestion des risques, c'est un exercice assez particulier. Il est difficile aux particuliers aujourd'hui de leur dire comment est-ce qu'on fait la gestion du risque dans la vie de tous les jours, mais les professionnels ou alors les personnes du métier de la cybersécurité dans une entreprise doivent avoir une méthode précise pour gérer les risques. La première chose que je dis d'habitude aux gens, ce que je n'ai pas dit également au début, c'est que je suis responsable sécurité des systèmes d'information, donc je suis RSSI dans le secteur bancaire à l'étranger. Et en tant que RSSI, pour gérer mes risques, la première chose, c'est de mettre en place une cartographie de risques. C'est de connaître où sont ces risques, de connaître les risques inhérents à notre entreprise et également les impacts en mettant une cotation, en se disant, ce risque-là, s'il arrive, voici l'impact que j'aurai. Ça peut être l'impact image, ça peut être l'impact financier, ça peut être même l'impact, on a l'habitude de dire, il faut gérer donc image, financier, organisation, réglementaire et juridique. Donc, il faut à chaque fois se poser ces questions et se dire, si aujourd'hui, ce risque arrive à se produire dans l'entreprise, je perds quoi? Est-ce que je perdrai mon image? Est-ce que je perdrai de l'argent? Parce qu'on ne perd pas que de l'argent à chaque fois.
une mauvaise publicité de votre entreprise peut avoir un impact et donc potentiellement perdre des clients. C'est autant de questions qu'il faut se poser. Réglementaire et juridique, il faut se dire qu'il y a un régulateur et si jamais je me prends un virus et que le régulateur arrive et qu'il avait averti là-dessus, je peux me prendre une sanction et également perdre de l'argent et avec de l'argent, perdre en image aussi si jamais j'ai une mauvaise publicité sur la sanction que j'aurais reçue du régulateur. Juridique également, l'organisation aussi, hein, c'est le risque d'avoir un seul RSSI et que ce RSSI se retrouve malade parce que ça reste un humain. Si ce RSSI, c'est celui qui centralise toute la sécurité de l'entreprise, il se retrouve malade, qu'est-ce que je fais? S'il est malade et que c'est pile poil au moment où il est malade, qu'il y a un risque, il y a quelque chose de grave qui se produit, qu'est-ce que je fais? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Et là, on parle vraiment de la manière de gérer nos risques et la méthode en elle-même. Je ne sais pas si Yann avait quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, effectivement, dans le pilier 1, nous évoquions déjà tout ce qui était normes et certifications. Une entreprise ne se lève pas un matin et décide de mettre en place une stratégie de cybersécurité sans s'appuyer sur une norme. Il y a aujourd'hui un certain nombre de normes qui sont disponibles. Je pense que s'il y a des participants avertis, nous avons la norme ISO 27001. Nous avons maintenant, elle a évolué, la norme 27002 ISO qui permet justement d'encadrer tout ce qui est stratégie de la sécurité du système d'information. À côté de ces normes-là, s'accompagne une norme, donc la ISO 27005, par exemple, qui pilote tout ce qui est processus de gestion des risques. Vous allez bien vous imaginer qu'un supermarché n'a pas le même niveau de risque qu'une banque. Un éleveur qui œuvre dans tout ce qui est poussins, poules ou porcs n'a pas le même niveau de criticité qu'une entreprise qui traite des données personnelles, à l'exemple des banques encore ou des télécoms. Donc, tous ces éléments-là vont être en fait compilés dans tout le processus de gestion de risque et on va regarder la partie impact. C'est sur la base des impacts qu'on va pouvoir dimensionner en fait toute notre stratégie de gestion des risques, qu'on va pouvoir anticiper les risques, pouvoir fournir des solutions, mettre en place des outils qui vont nous permettre d'atténuer les impacts, afin de pouvoir répondre à la question est-ce qu'aujourd'hui je peux dire que je suis protégé? Donc, en fait, c'est vraiment un pilier qui est très critique. C'est ce pilier-là, justement, qui va piloter toute cette stratégie de cyberprotection et qui va permettre à l'entreprise de se protéger. Il y a une question clé, sinon un postulat dans le domaine de la cybersécurité. On n'est plus au stade de se demander est-ce que je serai attaqué? Nous sommes plutôt à nous demander quand est-ce que je serai attaqué. Donc, ça peut arriver. Et ce qui est particulier dans le domaine de la cybersécurité, c'est le côté nous-mêmes, nous les êtres humains, nous les particuliers, nous les usagers. Moi, je suis aujourd'hui employé d'EcoBank. Mais Yann, à côté d'être employé d'EcoBank, est un utilisateur du système d'information. J'ai 2 smartphones, j'ai Telegram, j'ai WhatsApp, j'ai Gmail, j'ai tout ça. Et je peux me faire choper dans chacun de ces outils. Donc, il y a le cybercomportement. Comment je me comporte quand je suis connecté sur Internet? Eh bien, pour ça, il y a des bonnes pratiques qui sont toutes simples. On a souvent parlé de la gestion de mots de passe. Nous avons encore là des participants, peut-être dans ce call, qui ont pour mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons des outils qui arrivent à intégrer un dictionnaire et qui déploient le dictionnaire en moins d'1 minute. Donc, tous les mots qui sont dans le dictionnaire, tout ce qui est série de chiffres, de lettres, des mots de passe non complexes sont en moins d'1 minute, comment dirais-je, devinés vulnérables. Donc, il y a toute une sensibilisation et c'est important. Et vraiment, je salue encore l'initiative de ce webinaire pour faire prendre conscience à tout le monde que nous sommes tous des maillons qui constituent la cyberprotection de mon entreprise, de mon État. Moi, en tant qu'individu, je peux mettre en exergue, je peux rendre vulnérable des données relatives à mon pays. Si je reçois des données
gouvernementales et que je les partage sur WhatsApp dans un groupe où on est 300 au-dessus du Gabon, quelqu'un de mal intentionné, et je vous dis, il y en a toujours. Quand on sort du baromètre de la cybersécurité pour 2020, mais on constate que parfois des acteurs du cybercrime sont nos collègues, des personnes que nous fréquentons tous les jours. Donc, quand on met en place en fait notre stratégie de cyberprotection, quand on fait notre analyse de risque, le risque humain est là. C'est-à-dire, je peux avoir un collègue qui n'est pas assez sensibilisé, qui laisse son mot de passe sur un post-it sur son ordinateur. La dame de ménage, qu'on pense seulement dame de ménage, peut être quelqu'un d'infiltré. Tout comme je peux avoir quelqu'un qui va venir exploiter de façon frauduleuse ces informations-là. Et nous comprenons bien qu'une attaque cybercriminelle ne s'organise pas en un jour. C'est toute une organisation, c'est toute une intelligence qui se met en place pour pouvoir justement exploiter des pistes. Et les pistes là vont par tout ce qu'on fait tous les jours. Comment on se connecte sur son Gmail, comment on sécurise son téléphone. Quand je suis en réunion, que je laisse mon téléphone au bureau, quand je laisse mon ordinateur pas verrouillé ou mon téléphone qui a un mot de passe 1, 2, 3, 4, il peut être exploité de façon la plus banale qu'il soit pour récupérer des informations. Donc, aujourd'hui, il faut prendre en compte que ce n'est pas seulement les entreprises, ce n'est pas seulement les États, mais nous sommes tous acteurs. Donc, on doit pouvoir renforcer ce maillon faible. Nous devons tous être des cyber-ambassadeurs afin d'être plus forts en équipe. Merci. Wow. Alors, ça, c'est très, très, très intéressant. Donc, je comprends bien que nous devons être vigilants parce que c'est tellement subtil de se faire attaquer comme ça. Alors, je vois quelqu'un qui pose la question, qui lève la main sur le chat. Je disais tout à l'heure que les questions se posent sur le chat. D'accord? Donc, vu le temps, il nous reste 10 minutes avant de passer aux questions. Si nous pouvons passer directement au cinquième, oui, c'est ça, au cinquième axe. Le quatrième axe, c'est plus technique et je crois que oui, le quatrième, mais il va passer assez vite et c'est celui qui intéresserait beaucoup Yann, je pense. Je sais qu'il vient de parler, il a déjà beaucoup parlé, mais c'est un sujet qui va beaucoup lui plaire. C'est plus la partie technique. Et quand tout à l'heure, on a parlé de la partie organisation, on a parlé de la partie humaine, on a parlé de comment est-ce qu'on pense la sécurité dans un premier temps. Après, il faut se dire, quand on a fini de penser la sécurité, qu'est-ce qu'on met en place? Eh bien, on peut mettre en place beaucoup d'équipements. Les équipements réseau, on les connaît tous. Hein. On parle de firewall, on parle de tous des IPS, les IDS et ainsi de suite. Je ne vais pas tous les citer ici. Par contre, la sécurité, avant de la mettre en pratique, on imagine d'abord, et ça peut passer par une architecture même de notre réseau, en imaginant que l'architecture déjà en elle-même peut freiner la progression d'une cyberattaque si jamais elle a lieu. Après, dans la partie technique également, on pense aux équipes. On parle des équipes SOC, des équipes CERT et ainsi de suite. Donc, sur cette partie-là, si vous avez des questions, on répondra directement derrière. Mais si Yann veut intervenir là-dessus aussi, il peut prendre la parole. Oui, comme je le disais au début du webinaire, je pense que ça, c'est le pilier qui intéresse tous les informaticiens, surtout tous nos jeunes qui sortent de l'école, mais ils veulent tout déployer. Et nous avons vu au travers des 3 piliers qu'on a présentés que les outils viennent seulement en 4e position. Je mets en place des outils quand j'ai mis en place mon processus de gestion de risque, quand j'ai pu déterminer le référentiel de mon entreprise, et bien là, je mets en place des outils. Il ne faut pas penser que parce que j'ai un firewall, le dernier firewall Cisco, ASA, parce que j'ai le dernier antivirus McAfee ou ATP de Microsoft, que j'ai un SIM de McAfee, que j'ai un NAC de Cisco, que je suis super protégé. Parce que nous avons vu qu'on peut avoir tout ça. Il suffit qu'un collègue laisse un mot de passe sur son post-it que toute la société devient vulnérable. Donc vraiment, ce sont des outils qui sont très puissants, mais qu'il faut savoir manipuler. Donc il faut être formé pour pouvoir utiliser ces outils, pour pouvoir les exploiter, parce que ce sont des outils qui génèrent tellement de données que ces données-là doivent être exploitées. Et elles sont exploitées où? Dans un SOC. Tout à l'heure, on disait qu'un SOC, c'était en fait toute la plateforme qu'on mettait
pour aller dans la partie proactive, dans la partie supervision de notre système d'information. Donc, nous avons des informations que nous exploitons, nous avons des alertes qui sont générées. Ensuite, quand on a été attaqué, il faut bien savoir qui nous a attaqué, comment il nous a attaqué, par quel processus il est passé. Là, on arrive maintenant à la partie CERT. Le CERT, en fait, c'est tout ce qui est centre d'investigation. J'ai été attaqué, OK, j'ai perdu temps. Je mets en place tout ce qui est investigation pour pouvoir déterminer sur quoi j'ai été, sur quoi j'ai failli, comment j'ai pu être vulnérable, etc. Mais avant ça, il y a même un côté très important, c'est le côté reprise d'activité, dont on ne parle pas toujours. J'ai été attaqué, comment je fais pour revenir sur les services que je vends soit à ma clientèle, soit en interne. Donc, il doit aussi avoir un plan de résilience, tout ce qu'on appelle plan de continuité d'activité ou plan de reprise d'activité, que des entreprises qui vendent des services critiques doivent pouvoir mettre en place. Et ça, cette disponibilité-là est encadrée par la régulation. Dans le secteur bancaire, par exemple, la COBAC impose d'avoir un plan de continuité d'activité validé par le conseil d'administration et par les actionnaires. J'ai été attaqué ou j'ai tel service critique qui a été impacté, en combien de temps je reprends mes activités, en combien de temps je m'ouvre à la clientèle, mais aussi l'obligation de communication. Ça, c'est très important. Je dois pouvoir communiquer à ma clientèle que nous avons été attaqués à telle date, tel type de données ont été impactées et voici comment nous mettons en œuvre notre plan de reprise d'activité. Nous sommes en crise. Et comment on sort de la crise. Et alors après, là, on arrive sur la partie dont on parlait tout à l'heure, la partie investigation. Parce que si on ne sait pas de quoi on a été attaqué, ben, on reste toujours vulnérable et la porte ouverte encore à des attaques plus critiques. Donc, les outils que nous avons, tout ce qui est antivirus, tout ce qui est firewall, des outils de protection de notre périmètre, tout ce qui est NAC, outils de protection physique des ports, tout ce qui est SIEM. SIEM, c'est tout ce qui est supervision de nos services. Est-ce que nos bases de données travaillent plus que d'habitude? Est-ce que nos bases de données sont dupliquées? Est-ce qu'on a des injections dans nos bases? Voici en fait toute la partie outils. Mais la partie outils ne représente qu'un maillon et parfois un maillon infime de notre stratégie de cyberprotection. Très bien. Il nous reste 10 minutes, comme moins de 10 minutes, je pense, maintenant. Moins de 10 minutes, ouais. On va passer sur le dernier axe et on va prendre les questions parce que j'ai vu qu'il y en a plusieurs, des questions. Le dernier axe, c'est plutôt législatif, c'est plus le cadre juridique, la régulation. Yann a commencé à aborder ça tout à l'heure en parlant de la COBAC qui régule le secteur bancaire. Mais je pense que dans tous les secteurs au Gabon, il y a un régulateur et qui impose d'avoir un dispositif de sécurité. Et le cadre juridique, également, au Gabon, on a un établissement qui permet de centraliser les informations sur la partie cybersécurité. Sauf erreur de ma part, Yann, vous me confirmez, est-ce que c'est bien ce que fait l'NTI? Non? Je vois que Laïka est très enthousiaste. Je pense qu'elle va plonger. Oui. Non, je disais c'est l'ANA. La neuf, voilà, c'est le mot que je cherchais. Exactement. Ouais. Entre autres, au Gabon, la NEF régule justement une partie de la sécurité et c'est sur la NEF c'est sur les recommandations de la NEF qu'on devrait s'appuyer pour parler de sécurité. Il y a une réglementation également africaine sur la protection des données à laquelle le Gabon n'a pas encore ratifié. Par contre, au Gabon, on a une réglementation sur la protection des données personnelles qui est publiée. Il faut en prendre connaissance, il faut savoir ce qu'il y a dedans pour pouvoir se rendre compte qu'on a une obligation en tant que responsable d'entreprise, en tant qu'acteur d'une entreprise, de protéger les données à la fois de nos collaborateurs, mais aussi de nos clients et surtout d'ailleurs de nos clients parce que ce sont les clients qui nous permettent de faire du chiffre et donc de protéger les données de nos clients. Voilà ce qu'on peut dire sur le 5e axe de la législation, qui est la législation. Juste avant de finir sur ces différents axes, c'est vous préciser que le CESIA, pour ceux qui nous ont rejoints au cours du webinaire, c'est le club des experts de la sécurité de l'information en Afrique. On est un club qui réunit les responsables de la sécurité des systèmes d'information et les directeurs des systèmes d'information des entreprises en Afrique.
Aujourd'hui, on compte plus de 120 membres et on est présent dans 18 pays d'Afrique. On a publié en février dernier le premier baromètre de la cybersécurité en Afrique qui vous permet d'avoir des chiffres et d'avoir un état de l'art ou alors un état de la cybersécurité en Afrique. Il est présent il est téléchargeable gratuitement sur notre site internet. N'hésitez pas à le prendre. Et à l'intérieur, il y a beaucoup plus détaillé. On retrouve les 5 axes qu'on a identifiés ici et les recommandations de CESIA justement pour les entreprises. On avait identifié 4 actions prioritaires à mettre en œuvre. Et la première action, justement, c'est le 3e axe dont on a parlé tout à l'heure, c'est d'identifier nos risques, de les coter et de savoir quel est l'impact en termes de disponibilité, intégrité, confidentialité. Et aussi d'IFOGIR, donc l'image, le financier, l'organisation, le juridique, le réglementaire. C'est autant de questions qu'il faut se poser. Et notre baromètre, la cybersécurité, en parle beaucoup plus en détail. Alida, on a fini sur les 5 axes. Ouais, on est arrivé à plus pour les 21h pile. OK, donc nous aurons 30 minutes pour répondre aux questions qui nous ont été posées déjà au préalable. Donc, je pense que vous avez déjà répondu à certaines, donc on va quand même prendre quelques-unes. Donc, après cette première question, la cybersécurité dépend-elle de la puissance d'un logiciel? Voilà. Bon, je pense qu'à cette question, Yann en a brillamment répondu lors de sa précédente intervention, hein, où il le disait clairement que le logiciel représente à peine 10%. Parce que je lisais, par exemple, ce matin sur Le Point, que la page LinkedIn du commandant, je crois, de l'armée militaire aux États-Unis a été piratée. Mais en fait, il est en télétravail et donc c'est son bébé qui est passé derrière et qui a écrit, qui a joué avec le clavier. Donc, vous voyez que c'est pour dire que tout est permissif aujourd'hui. Donc, vous pouvez avoir, il l'a très bien dit, Yann, vous pouvez avoir le logiciel le plus puissant du monde, mais si derrière, vous ne vous déconnectez pas en partant, c'est-à-dire même quand vous déplacez une minute, vous déconnectez vos machines, si derrière, vous ne mettez pas en place les méthodologies adéquates, eh bien, votre système, il est forcément permissif. Donc, voilà ce que je pouvais ajouter. Didier, il faudra peut-être envoyer le baromètre à Alida. Je vois que ça suscite beaucoup d'intérêt pour qu'elle puisse le partager aux participants des webinaires. J'ai vu dans le commentaire qu'il y a quelqu'un qui a mis le site internet du CESIA dans le chat. Génial. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez tout de suite le lien pour vous permettre de télécharger le baromètre. Parfait. D'accord. Donc, voilà. Yann, si tu avais d'autres choses à rajouter, c'était ça pour ma part. Non, c'est bon, tu as tout à fait dit ce qu'il fallait. C'est bon. Donc, du coup, nous passons à la deuxième question. Je pense que M. Yann disait tout à l'heure que le plus important, c'est de savoir quand est-ce qu'on est attaqué, en fait. Donc, comment reconnaître qu'on est victime de cyberattaques? M. Yann, je pense que tout à l'heure, vous en avez parlé. Bon, déjà, on peut se retrouver dans des circonstances où on est attaqué et on ne se rend pas compte. Et c'est pour ça qu'il est important de superviser son système d'information. Et superviser son système d'information commence par les checklists que nous faisons tous les matins quand on arrive, pour nous informaticiens ou experts sécurité, quand on arrive au travail. Est-ce que j'ai des équipements qui ont été indisponibles? Ils ont été indisponibles pourquoi? Est-ce que j'ai des équipements qui ne se comportent pas comme ils se comportent d'habitude? Est-ce que j'ai des bases de données qui ne répondent plus? Et ça, les checklists que nous faisons le matin sont le premier niveau de vérification. Ensuite, nous avons des outils de prévention de la fraude qui vont émettre des alertes. Et tout à l'heure, on parlait de SIEM. Il y a par exemple des SIEM McAfee qui sont très bien. Laïka aura peut-être d'autres outils à nous présenter. Mais ce sont des outils qui nous donnent des alertes sur les comportements de nos outils. Il faut dire qu'il est pratiquement impossible pour un être humain de log. C'est ce qu'on appelait SIEM, qui en fait vont nous donner des informations importantes sur est-ce que notre système d'information répond comme il faut. Voilà. Alors, juste pour rebondir sur cette question, comment savoir qu'on est attaqué? Il n'y a pas de formule magique.
on peut pas vous le dire comme ça. À l'échelle du particulier, quand je suis venu au Gabon, à chaque fois que je vais en Gabon, il y a au moins une personne qui vient me dire, Didier, tout à l'heure, quand j'ai pris mon téléphone, j'ai des fenêtres qui s'ouvrent intempestives, des fenêtres, des pages qui s'ouvrent. Je n'ai même rien demandé, j'ai même pas cliqué dessus, mais la page s'ouvre toute seule. Bah, notre ordinateur, notre téléphone, oui, l'ordinateur, parce que le smartphone aujourd'hui, c'est un ordinateur. Bah, ça veut simplement dire que notre ordinateur est utilisé, c'est tout. Vous ne savez pas, mais vous êtes utilisé. Il y a le président de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information du Bénin, qui disait il y a deux types d'entreprises. Il y a l'entreprise qui sait qu'elle est attaquée et l'entreprise qui ne sait pas qu'elle est attaquée. Parce qu'au-delà des attaques que nous pouvons remarquer, qui consistent à se dire que je prends en otage vos données, je verrouille votre ordinateur, et ainsi de suite, ça, c'est ce qu'on voit. Mais l'attaque d'espionnage, par exemple, qui est très souvent utilisée d'un État à un autre pour pouvoir surveiller un État et pouvoir avoir des informations le plus possible, bah, ça, on ne pourra jamais savoir. Enfin, on ne pourra jamais savoir. Il y a moyen de savoir, mais encore une fois, il faut avoir des compétences très poussées. Il faut avoir des experts qui seront autour de la table pour pouvoir identifier ce genre d'attaque, soit par des équipements, soit en sachant utiliser ces équipements et remonter ces informations-là. Donc, il y a des trucs, il y a des attaques que vous ne pourrez jamais savoir parce que vous n'êtes pas au courant. Il m'est arrivé aussi de voir des collègues qui me disent, moi, mon ordinateur, tout d'un coup, il devient très lent. Bah, vous avez dû cliquer sur un lien et puis l'ordinateur, comme je le disais tout à l'heure, est utilisé comme un zombie, c'est-à-dire qu'on utilise votre ordinateur pour faire des attaques sur d'autres serveurs. Et ça, c'est parce que vous avez voulu gagner un iPhone 12 que vous n'avez même pas gagné, ou des billets de Air France que vous n'avez même pas gagné. Vous avez cliqué sur un lien et ça a permis au logiciel malveillant de s'installer. Et lui, l'attaquant, utilise votre ordinateur à votre insu. Des fois, vous êtes devant votre ordinateur et tout d'un coup, vous entendez le ventilateur qui s'ouvre, qui se met à souffler très fort. Eh ben, c'est parce que le processeur de l'ordinateur est très sollicité et la machine cherche à refroidir le processeur. Mais qui sollicite ça? Ce n'est pas vous. Vous n'avez ouvert qu'une page Internet ou une page Word. Donc, c'est l'attaquant qui utilise votre ordinateur. Donc, il y a des petites techniques comme ça qui permettent d'identifier ça, mais parfois, vous ne pouvez pas se rendre compte. Et ça, c'est à l'échelle d'une entreprise où le logiciel malveillant est installé et il est là simplement pour observer ce que vous faites parce qu'il veut faire de la concurrence, parce qu'il veut créer la solution inverse et ainsi de suite. Donc, voilà. D'accord. On a M. Elion Trancy qui pose la question sur le chat. Quel est le matériel nécessaire pour garantir une sécurité dans une installation d'une application ou un logiciel? Est-ce que vous avez bien entendu la question? Moi, j'ai bien compris la question et j'ai une réponse très simple. Après, si un de mes collègues veut intervenir, je laisserai. Télécharger des applications sur les App Store officiels. C'est la règle de base. Si vous allez sur Internet pour télécharger une application, bah, la personne qui va la mettre là-bas, vous n'êtes au courant de rien du tout. Par contre, quand c'est sur l'App Store officiel, on a au moins le niveau de garantie que nous apporte le constructeur du téléphone ou alors Google quand on est sur App Store ou App Store de iPhone et ainsi de suite. Donc, il y a au moins ce niveau de sécurité que le constructeur met déjà à notre niveau. Donc, télécharger que des applications officielles. D'accord. OK. Et il y a, je sais pas, monsieur Grégory qui demande comment se débarrasser d'un logiciel malveillant déjà utilisé. Yann, tu veux intervenir? Un logiciel malveillant déjà utilisé. Déjà, ce que je pourrais dire ici, nous avons un certain nombre de sites qui partagent la liste des logiciels malveillants. Parce que, comme disait Didier, on peut avoir un logiciel malveillant dans son téléphone et on ne sait même pas qu'il est en train de nous espionner. Donc, il faut souvent consulter des sites qui, j'en ai vu récemment, je pourrais partager après le webinaire un ensemble de sites qui partagent ce type d'application blacklistée. OK. Ce que je fais aussi souvent, c'est de raser tout mon téléphone et de suivre les instructions de Didier, de n'installer que des applications qui sont certifiées dans le Play Store ou dans le Apple Store et vraiment tout ce qu'on veut. Il faut aussi faire attention aux applications gratuites, tout ce qui est jeux, etc. Et vous avez dans les téléphones les autorisations des applications. Quand une application vient vous demander full access, donc tous les droits
sur votre téléphone, il ne faut pas l'installer. Parce que généralement, une application a des droits bien spécifiques. Les applications de messagerie vont vous demander l'affichage directement sur l'écran, même quand l'écran est verrouillé. Elles vont vous demander d'avoir accès peut-être aux écouteurs. Ou à vos messages devient très, très suspect. Donc, il faut bien regarder, il ne faut pas cliquer next, next à chaque fois. Il faut bien regarder le niveau d'autorisation que l'application demande. Donc, c'est très important. Par rapport à la partie particulière, il y a aussi des sensibilisations, donc des gags qui sont parfois sur Internet qui vous montrent comment se comporter face aux applications ou sur l'Internet en général. Là aussi, au CESIA, on pourra vous partager pas mal de ressources qui pourront vous aider dans ce sens. Ok, merci. Du coup, il y a cette question-là. Quels sont les protocoles réseau les plus vulnérables et les secteurs les plus touchés au Gabon en termes de cyberattaque? Ben, j'ai envie de plonger. Oui. Il faut dire que nous avons quelque chose de très particulier. Nous avons souvent honte de dire qu'on a été attaqué. Or, c'est très mauvais. Le régulateur, notre politique de continuité d'activité ou de reprise d'activité nous demande de communiquer quand on a été attaqué. Vous voyez les pays occidentaux, les Yahoo, les Google, les Microsoft, ils arrivent à dire le lendemain, nous avons été victimes d'une attaque. Nous avons tout mis en œuvre et aujourd'hui, nous pouvons vous garantir que nous avons activé nos plans de protection et nous sommes safe, nous sommes protégés. Au Gabon, on ne communique pas. J'ai vu la NINF a communiqué l'année dernière, mais il y a beaucoup d'entreprises qui se font attaquer ici. Et pour éviter l'atteinte à sa réputation, elles évitent de communiquer. Du coup, les statistiques de cybersécurité ou de cybercriminalité au Gabon sont vraiment bas, mais ne reflètent pas la réalité. Nous demandons aux personnes de pouvoir échanger. Quand on échange sur une cyberattaque, ben, on sauve le voisin d'à côté parce qu'il prend conscience. Il va bien sûr activer son CERT, activer tout ce qui est investigation pour voir, OK, qu'est-ce qui s'est passé et comment nous pouvons nous protéger. Dans certains pays, par exemple la France, ils ont mis en place l'ANSSI. L'ANSSI est bien sûr un organe de contrôle qui challenge toutes ces entreprises et qui mène des investigations, qui arrive à mettre en place les failles identifiées dans les entreprises ou les attaques pour relever le système de protection. Et ça, c'est important que nous commencions à penser dans ce sens et c'est vraiment le cadre du CESIA. Tout à fait. Yann l'a très bien dit. Hein, c'est difficile de venir dire qu'on a été attaqué et donc de dire combien on a perdu, parce qu'après on se posera la question, combien vous avez perdu en termes d'argent, ou alors soit parce qu'on nous a dérobé d'argent, soit parce qu'on a dû dépenser pour remonter notre système qui a déjà été mis KO par une cyberattaque. Donc, ce n'est pas évident de venir en parler et les entreprises se protègent en se disant que si je communique, j'aurai un impact sur l'image et donc potentiellement, je risquerai de perdre des clients. Donc, on a du mal à avoir des chiffres réels. Mais ce qu'on sait avec certitude, et ça, c'est pour répondre à la question qui a été posée, tous les secteurs sont visés. Les attaquants aujourd'hui ne se reposent pas, ils travaillent, c'est un boulot pour eux, c'est d'attaquer autant qu'ils peuvent et donc ils ne choisissent pas où ils attaquent. On a vu en France ici, ils attaquent même les hôpitaux. Vous imaginez un hôpital où les appareils respiratoires sont parfois régis par des ordinateurs. Un ordinateur à l'arrêt, c'est un appareil respiratoire à l'arrêt et c'est potentiellement un patient qui serait décédé. Eux, ils ne se posent pas des questions. Ce n'est pas un sujet, c'est pas un souci pour eux. Ils attaquent comme ils peuvent. Et au Gabon, effectivement, ça se reproduit de la même manière. Ils attaquent tous les secteurs et tous les jours parce qu'ils n'ont pas de vacances, ils n'ont pas de repos. Ils attaquent tous les jours comme ils peuvent. Voilà. Maintenant, il y a une attaque qui a réussi, il y a une attaque qui a été bloquée. Et ça, quand on a des outils justement de supervision, on arrive à le voir. Je ne citerai pas certaines banques ici, mais quand on regarde le secteur bancaire, vous allez prendre une banque lambda, par mois, elle peut recevoir plus de 1000 attaques. Mais pas 1000 attaques qui ont réussi. 1000 attaques qui ont été bloquées par justement tout le programme de cyberprotection, par les outils ou par même un utilisateur qui s'est rendu compte d'un comportement anormal, qui a remonté. Et on a pu dérouler après tout notre plan de sécurisation. Donc, effectivement, Didier le dit, les entreprises sont attaquées. Très souvent, elles sont bloquées et très rares arrivent à justement entraîner des impacts
du non négligeable aux impacts considérables. Et un message à l'endroit des chefs d'entreprise, des entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, comme disait Yann tout à l'heure, n'hésitez pas de communiquer sur vos attaques. Parce que si vous communiquez, non seulement vous faites de l'enseignement aux autres, mais également vous pouvez plus facilement apprendre, vous, à vous protéger sur ce qui s'est passé ou alors si jamais ça se reproduisait une prochaine fois. Ça, c'est la première chose. Et à l'endroit de toutes les personnes qui sont aujourd'hui connectées, je vois qu'on en est à 44 actuellement sur Zoom. La sécurité, Yann aussi l'a dit tout à l'heure, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas le responsable sécurité qui devrait faire la sécurité, c'est tout le monde. Si vous avez un comportement suspect sur vos ordinateurs, sur vos téléphones ou quoi que ce soit, surtout à l'échelle d'une entreprise, vous exposez énormément nos entreprises. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est justement les impacts et les enjeux de la cybersécurité dans les entreprises. Communiquer. Communiquer, moi je le vois, et la sensibilisation que je fais aux collaborateurs, c'est de leur dire, vous avez reçu un mail suspect, avant de cliquer, communiquez à votre responsable. Parce que si vous avez reçu ce mail dans votre entreprise, sur votre ordinateur professionnel, sur votre mail professionnel, sachez que c'est arrivé potentiellement à vous et à plusieurs autres collaborateurs. Ça veut dire que ça a traversé les barrières de sécurité dont parlait Yann tout à l'heure. Et donc, si vous le dites à votre responsable sécurité, on peut apprendre sur ce mail-là, savoir comment est-ce qu'il a fait pour passer et donc améliorer encore plus notre dispositif de sécurité. Ce qui fait qu'il faut communiquer et inlassablement communiquer sur les comportements suspects que vous avez. Vous avez reçu un mail, ne cliquez pas sur le lien que vous avez reçu, pas sur la pièce jaune que vous avez cliqué, vous avez reçu autant pour moi, et en parler à votre responsable sécurité en lui disant, j'ai reçu un mail qui était un peu suspect, il me semble un peu bizarre, tiens, viens le regarder. Et lui, il saura comment se comporter avec ce mail. Ah, d'accord. Il y a une question en fait sur la cybercriminalité. Donc, y a-t-il une différence entre la cybersécurité et la cybercriminalité? Monsieur Didier ou Madame Laikamba? Je pense que Laïka est... Ok. Oui, Bon, Laïka. je pense que les termes veulent tout dire, hein. Dans cybercriminalité, on a le côté criminel qui est clairement mis en exergue. Donc, il montre déjà que l'acte posé est malveillant. Donc, c'est déjà une action qui est posée pour nuire, donc qui est posée pour justement soutirer des informations, faire du mal, si on peut dire ça comme ça, et avec un côté forcément nuisible pour l'entreprise. Donc, la cybersécurité, son rôle justement, c'est de pouvoir se prémunir de la cybercriminalité. Parce que comme le disaient Didier et Yann tout à l'heure, vous avez des attaques. On peut vous observer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans vous montrer clairement que nous sommes là, le temps de récolter le maximum d'informations, le temps de pouvoir justement vous nuire au maximum. Donc, la cybercriminalité, c'est justement cette doctrine qui touche à l'informatique, à l'Internet, à la sécurité, mais pour pouvoir attaquer une entreprise et lui causer du tort. Donc, les deux, j'ai envie de dire, il y a le méchant et le gentil. Alors, c'est effectivement ce que dit Laïka. Il faut pas se perdre avec le mot cyber qui est mis, le mot cyber qui est mis juste avant. Qui ramène à Internet. Qui ramène simplement à Internet. Enlevez cyber et vous allez voir sécurité et criminalité. De la même manière que la criminalité dans la rue, parce qu'on peut se faire agresser et en mourir, eh ben, c'est la même chose. À l'échelle d'une entreprise, attaquer une entreprise par un virus ou quoi que ce soit et faire tomber l'entreprise perd son action et perd ses actions et disparaît parce qu'elle ne peut plus se relever, c'est de la criminalité. Dans cybercriminalité, on entend également ça, c'est ce qui fait énormément de dégâts en Afrique et on ne se rend pas compte, vous ne vous rendez certainement pas compte, les fake news. Un message qu'on a reçu sur un groupe WhatsApp, on a l'impression que c'est vrai, qui nous annonce que telle personne est décédée ou alors telle personne est recherchée. Si vous avez reçu ce message, merci de le partager dans tous les groupes. Vous recevez le message et vous décidez de le partager dans tous les groupes parce que vous avez joué à votre côté, parce que ça a marqué votre sensibilité et vous décidez de vous dire, ah ben tiens, c'est vrai, peut-être que la personne est décédée ou peut-être que la personne a disparu, je vais partager dans un groupe, on va retrouver cette personne-là. Et si jamais ce n'était pas vrai? Et si jamais vous n'avez pas vérifié l'information et vous décidez de l'envoyer dans un groupe, et si jamais c'était
une mauvaise publicité à cette personne-là et que la personne se retrouvait en mal parce qu'on on a communiqué sur la personne en disant qu'elle était. J'en ai vu, hein, je prends cet exemple-là exprès parce que j'en ai vu des photos qui circulaient en disant ces 3 filles sont des prostituées. Et ça retombait dans des groupes WhatsApp et ainsi de suite. Je me suis dit, mais imaginez une seule seconde que c'est la sœur de quelqu'un et pour de vrai, elles ne le sont pas. Qu'est-ce qu'on se dirait? Ça, c'est de la cybercriminalité et c'est préjudiciable dans la vie de tous les jours. De la même manière que c'est préjudiciable dans la vie de tous les jours, ça peut être préjudiciable aussi sur l'espace cyber parce que vous aurez colporté une information qui ne serait pas vraie et vous pouvez être poursuivi pour ça. Donc, Je viens justement de poster une ordonnance qui porte Oui, je- réglementation de la cybercriminalité, de la lutte contre la cybercriminalité en République gabonaise. Vous allez pouvoir voir que le Gabon a déjà réfléchi et mis en place un cadre juridique qui sanctionne justement tous ces actes. C'est un document de 18 pages qu'il faudra prendre le temps de lire. Et vous allez voir qu'on a des amendes qui montent jusqu'à 100 millions et 10 ans d'emprisonnement pour toutes les personnes qui se seront manifestées comme cybercriminels. Donc, c'est vraiment encadré, c'est suivi. Et le deuxième lien que j'ai posé, lui, il est relatif à la loi sur la protection des données à caractère personnel en République gabonaise. Donc, qui encadre aussi ces éléments-là. Et là, c'est valable non seulement sur le territoire gabonais, c'est valable pour tous les Gabonais à l'étranger, c'est valable pour tous les étrangers qui ont résidence au Gabon. Donc, vous pouvez voir que pas mal de référentiels sont pris en compte dans ce sens et qui peut porter comme sanction à tout individu qui s'illustrerait dans ce type d'acte-là. Très bien. et, je pense qu'on va avancer. On tire à la fin de notre webinaire. Donc, il y a cette question-là sur les antivirus. Est-ce qu'il y a-t-il des antivirus plus fiables aujourd'hui à utiliser? Voilà. Alors, celle-là, je vais me lancer. Je l'ai vu dans le chat. Ouais. Et en fait, pour se poser la question sur les antivirus, il faut comprendre comment fonctionne un antivirus. Un antivirus fonctionne sur signature. C'est-à-dire qu'on lui donne une base de données de tous les virus qui existent. On lui dit, bah, c'est en fait comme notre système immunitaire. Quand il a déjà vu une maladie, il crée des anticorps et les anticorps savent réagir si jamais il voit ce virus arriver. Il se dira, bah, tiens, ce sont ceux-là qui doivent aller attaquer la maladie pour pouvoir nous protéger. Et bien, l'antivirus fonctionne pareil. Il fonctionne sur une base de données, il fonctionne sur une signature, sur une liste des virus qu'on lui a déjà fait connaître. Mais quand on n'a pas notre antivirus à jour, parce que les virus, ça évolue tous les jours. Les virus, ça ne s'arrête pas. Comme je le disais tout à l'heure, les attaquants, ils ne dorment pas. Ils essayent d'innover à tout moment. Donc, si on a notre antivirus, peu importe le nom qu'il aurait, si on a notre antivirus qui n'a pas été mis à jour parce qu'on ne l'a pas connecté à Internet depuis longtemps, parce qu'on avait la version gratuite ou peu importe, et il se trouve que c'est un virus qui a été créé hier, ben, l'antivirus ne va pas le reconnaître, c'est aussi simple que ça. Donc, on aura l'impression qu'on a un antivirus qui ne sert à rien, mais en fait, c'est simple. Notre antivirus n'a pas reconnu ce virus-là, donc il ne l'a pas vu comme étant un lien dangereux ou alors un fichier dangereux, il l'a laissé passer. C'est aussi simple que ça. Et ça arrive très souvent, surtout quand on prend des virus gratuits où les constructeurs ne font pas beaucoup d'efforts pour les mettre à jour parce que bon, on a la version gratuite, hein, c'est aussi simple que ça. Et puis on se sent en sécurité alors qu'on ne l'est pas. Aucun antivirus n'est la panacée. Il faut voir, l'antivirus est créé par un constructeur et moi j'utilise un ordinateur HP. À côté de l'ordinateur HP que j'utilise un système d'exploitation Windows 10. Il faut toujours que j'aille rechercher des mises à jour. HP va dire, OK, tu as le HP EliteBook 483. Voici les mises à jour matérielles pour la carte son, pour la carte graphique, etc. Il faut que j'installe ces mises à jour. Windows 10 va dire, OK, voici les mises à jour de sécurité disponibles pour le mois d'avril. Il faut les installer. L'antivirus ne se greffera qu'à la solidité du système d'exploitation qui tourne sur votre machine. Et c'est pareil pour les téléphones. Chaque fois que vous avez vu des mises à jour de Huawei ou de iPhone ou de Samsung, installez les mises à jour. Bien sûr, allez-y vérifier. Vérifiez que ces mises à jour sont bien signées par le constructeur et installez-les.
Donc, si vous n'avez pas vos mises à jour correctement installées, vous pouvez avoir le meilleur antivirus, il va pouvoir être vulnérable. À côté de l'antivirus et des mises à jour, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a le comportement. Si je m'en vais sur des sites de jeux qui ont des liens malveillants, malgré l'antivirus, malgré ces éléments-là, je peux être vulnérable. D'accord? Donc, ce sont des éléments bien sûr à considérer que vous pouvez encore trouver dans le pack des sensibilisations disponibles sur la toile. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui pose une question, je pense que c'est Seri, monsieur Seri ou madame Seri, je ne sais pas. Donc, la question dit, au Gabon, à part les banques, quel est vraiment l'intérêt mis en exergue par les entreprises sur la cybersécurité? Donc, il demande, à part les banques au Gabon, quel est vraiment l'intérêt mis en exergue par les entreprises sur la cybersécurité? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais je vais essayer de répondre. Après, la personne dira si elle a eu la réponse à sa question ou pas. J'ai l'impression qu'il se dit que les attaquants n'attaqueront que le secteur bancaire parce que c'est là-bas qu'il y a l'argent. Mais on l'a dit tout à l'heure. On l'a dit tout à l'heure. L'argent. Je m'entends. On l'a dit tout à l'heure. Je m'entends moi-même, mais ça fait bizarre. J'ai un retour. Et peut-être le micro de quelqu'un qui est ouvert, mais c'est pas grave. On l'a dit tout à l'heure, la cybersécurité, c'est une affaire de tous. Les attaquants, ils ne se posent pas des questions. Ils attaquent de partout, que ce soit une PME, que ce soit une grande entreprise, que ce soit le secteur hospitalier autant pour moi, ou le secteur bancaire, que ce soit le secteur public. Et on l'a dit au Gabon, l'année dernière, je ne me souviens plus de l'article, mais il a été publié que 6 des 12 sites du gouvernement ont été rendus indisponibles. Ils peuvent passer sur le site Internet pour pouvoir déformer un site Internet et faire passer des messages qui n'ont certainement rien à voir. Ils peuvent aller sur un site Internet et attaquer un site Internet, même si vous n'êtes pas dans le secteur bancaire. Eux, ils se disent simplement, sur ce site, il y a beaucoup de gens qui sont connectés, il y a beaucoup de gens qui renseignent leur nom, leur mot de passe, leur mail et ainsi de suite. Si j'attaque ce site Internet, j'aurai toute la base de données de ces personnes-là, donc les noms, les prénoms, les adresses mail. Et à partir du moment où j'ai les noms, les prénoms, les adresses mail de ces personnes, je vais leur envoyer un phishing, un mail qui va leur dire qu'ils ont gagné un iPhone 12 et ils vont cliquer et ensuite j'aurai accès. Donc, ils réfléchissent tous les jours. Ils réfléchissent tellement qu'on ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'il n'y a que le secteur bancaire qui est attaqué. Non, c'est tous les secteurs, tout le monde. Du particulier au public, en passant du particulier aux entreprises, en passant par le privé, le public. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est que le secteur public aujourd'hui, on a payé les frais. Donc, on a la NINF qui joue un rôle, en tout cas au sein des administrations, pour sensibiliser, pour accompagner et qui joue vraiment ce rôle de pédagogue-là parce que de nombreuses agences gouvernementales ont eu des tentatives de cybercriminels. Et là-dessus, on a cet organisme-là qui justement a une vision 360 degrés, qui bloque et qui a ce côté pédagogue. L'intérêt, il est où? L'intérêt, il est au niveau de la data, au niveau de la donnée. Donc, rien que déjà d'un côté personnel, qu'une personne tierce ait mon nom, mon prénom, le nom de mes enfants, le nom de mon époux, nos adresses mail, l'endroit où nous vivons, etc., c'est déjà préjudiciable en tant qu'individu. Vous avez des entités comme la CNAMGS ou comme le CEDOC, la DGDI, qui ont les plus grosses bases de données du pays. Imaginez l'impact si aujourd'hui elles sont piratées. Donc, l'intérêt n'est pas qu'au niveau des banques, comme l'a dit Didier, il est aussi au niveau de tout organisme national qui héberge de la data. Parce qu'aujourd'hui, la principale richesse, et c'est ce qui nous amène d'ailleurs à ce type de débat, la principale richesse, elle est au niveau de la data, de l'exploitation qu'on en fait et de comment justement on arrive à qualifier cette exploitation. Vous avez les banques, vous avez les sociétés pétrolières, c'est immense. Là, ce sont des informations financières qui sont capitales. Donc, c'est pour dire que l'intérêt aujourd'hui n'est pas qu'au niveau des banques. Si aujourd'hui, on a la base de données, imaginez, de Petro-Gabon ou de Total Gabon, ça a un impact considérable sur les enjeux stratégiques de ces sociétés-là. Donc, l'objectif du cybercriminel, du moins, ce n'est pas forcément de pirater les données personnelles au niveau d'une banque et de donner combien touche chacun dans son compte, mais c'est aussi d'aller vendre les données dans un autre État et de dire, OK, je vous vends la stratégie
de telle entreprise, qu'est-ce que vous en dites? Et ça, je peux vous dire que ça coûte beaucoup plus de milliards qu'autre chose. Donc, j'ai souvent entendu des gens me dire oui, mais moi j'ai quoi à cacher? J'ai mes données à cacher. Je n'ai bien pas sûr, envie de laisser ma porte ouverte en me disant il y a des braqueurs qui peuvent passer dans le quartier, je n'ai rien à cacher, je n'ai pas de télé chez moi, donc je laisse la porte ouverte. Non, les braqueurs viendront et ils vont chercher qu'est-ce qu'ils peuvent trouver à l'intérieur. Donc, plus je me sécurise, plus je me sens mieux. Laïka fait bien de parler de la data. Effectivement, la donnée, c'est la course d'aujourd'hui. Ce n'est plus l'argent que je peux avoir sur votre compte Airtel Money peut représenter un gain immédiat, mais le gain que je peux avoir plus tard en vendant une base de données de 10 000 personnes est beaucoup plus grand que de venir prendre le compte bancaire de quelqu'un. On a entendu, et pourquoi est-ce que ça peut être plus grand? On a entendu parler des élections aux États-Unis qui ont été manipulées, truquées, depuis la Russie. Vrai, faux, on n'en sait rien. Là n'est pas le sujet, je ne saurais pas le démontrer, mais on en a entendu parler. On a entendu parler des élections qui ont été truquées. Imaginez une seule seconde toute la base de données du Gabon à la merci des pirates. On peut vous manipuler. On peut manipuler une population comme il faut, à votre insu. Vous aurez l'impression de faire ce que vous avez choisi de faire, mais en fait, ils seront en train de vous manipuler parce que c'est une concurrence d'un État à un autre et vous aurez l'impression que vous avez choisi de descendre dans les rues, vous avez choisi d'aller faire telle action alors que c'est une action qui a été commanditée depuis un autre État pour atteindre un objectif dans votre pays. Tout ça simplement parce que vous vous êtes dit, ben moi je suis une petite entreprise, je n'ai pas besoin de protéger mes données, je n'ai rien, je n'ai rien à cacher. Et bien vous avez exposé une base de données, vous avez exposé la population gabonaise et il faut s'en méfier. Et ça c'est valable pour tous les États, c'est valable pour tous les pays. C'est pour ça que les pays en Europe pensent chaque jour à mettre en place des dispositifs du gouvernement pour sécuriser les protéger le plus possible les citoyens et donc protéger les données des citoyens. Et le gouvernement devrait penser également à le faire très rapidement. Désolée, mon micro était éteint. Donc, il y a quelqu'un qui pose, on va prendre cette dernière question parce que nous sommes à la fin, le temps est écoulé. Donc, il y a cette personne qui demande vers quelle agence ou entreprise aller lorsqu'on est attaqué. Voilà. Est-ce qu'il y a une agence au Gabon ici? Le CESIA. D'accord. Déjà, comme je vous partageais, on va d'abord commencer par le feedback de Laïka. Laïka parlait de la NINF. La NINF est très bien habilitée à recevoir ce type de requêtes. Vous pouvez aller vers la NINF, signaler une attaque et vous allez avoir tout le support. Ils ont des outils très poussés, ils ont une belle expertise. J'ai souvent assisté à des conférences avec des représentants de la NINF qui présentent les programmes et qui apportent du support. À côté de ça, s'il faut juste se fier à la loi, nous avons la loi sur la protection des données à caractère personnel qui impose aux entreprises et aux usagers attaqués d'aller pouvoir dénoncer l'attaque ou le mauvais traitement de leurs données à cette commission-là. Maintenant, ce qui se fait derrière, je ne sais pas trop. Pour la NINF, on peut s'avancer parce qu'on a vu la NINF déployer des plans de protection et de reprise d'activité. Donc, pour l'instant, on peut dire la NINF est indiquée. Maintenant, il y a l'initiative privée et je pense Didier souriait, mais le CESIA est là. Vous avez dans le CESIA des Gabonais. Vous avez aussi d'autres nationalités, des experts pointus africains qui veillent au grain, qui font tout ce qui est veille technologique, qui sont vraiment avertis et qui peuvent accompagner les entreprises de façon privée sur cet aspect-là. Ok, merci. Et Monsieur Ersan qui lève la main. Désolé, on ne pourra pas prendre votre question en live. Donc, nous sommes arrivés au terme de cet échange, de ce webinaire. Vraiment, du merci à nos orateurs de ce soir qui nous ont vraiment enrichis sur cette thématique. Alors, donc, si vous avez un mot de fin comme ça à donner à nos participants qui nous écoutent ce soir, chers orateurs, est-ce que vous avez un mot de fin à donner à ceux qui nous écoutent ce soir?
on ne peut plus prendre les questions. Juste On un va mot de commencer fin. par le président. On va commencer par le président. Non, mais moi, je voulais dire honneur aux dames, soyons galants, Yann. Alors, la galanterie, quand on veut se deviner, c'est très bien. Alors, ben, moi, je salue cette initiative. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger ce soir avec vous. Je salue l'initiative de l'Université virtuelle privée du Gabon. C'est une très bonne chose de savoir qu'il y a des institutions comme les vôtres qui sont prêtes à accompagner et à conduire des aspects de cybersécurité et d'informatique en général sur le territoire. Pour nous qui sommes dans le métier, je vous assure qu'aujourd'hui, c'est une réelle problématique. On est amené à recruter à l'extérieur, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. La majorité, c'est Cameroun, Côte d'Ivoire, parce que c'est difficile de trouver des ingénieurs calés sur certaines problématiques spécifiques. Donc, moi, je trouve que c'est une très belle initiative que nous, acteurs, en tout cas du mieux que l'on peut, on soutiendra. Donc, vraiment, j'exhorte toutes les personnes qui sont présentes à se rapprocher de vous, celles qui voudront s'inscrire à la licence. Maintenant, de manière générale, c'est vraiment de dire que c'est toujours un plaisir d'échanger, de donner nos avis et de pouvoir voir que de telles plateformes suscitent autant d'intérêt. Nous sommes 38, à un moment, nous sommes montés à 44 participants. Ça veut dire qu'il y a un réel besoin sur le marché. Donc, nous sommes disposés à accompagner, autant sur le plan entrepreneurial, parce que moi, je suis entrepreneur et j'ai une entreprise de services numériques qui a vocation à accompagner des organisations sur toutes leurs problématiques liées au numérique, mais également sur l'écosystème national en tant que Gabonaise, ingénieure en informatique. Nous sommes vraiment ravis d'avoir pu échanger avec vous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, Alida pourra vous partager nos mails, nos coordonnées et pour continuer les échanges sur d'autres plateformes. Donc, merci à tous. Oui, Yann. Je passe la parole au président. OK. En tout cas, c'est avant de donner mon mot de fin, je ne retrouve plus la question, mais il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir est-ce que on peut se former à la cybersécurité si on n'habite pas au Gabon. La réponse elle est oui. Si j'ai bien compris la présentation de l'université virtuelle au tout début, j'espère que la personne est encore là d'ailleurs, hein, on peut se former où qu'on soit. L'université virtuelle a la particularité de vous permettre de vous former où que vous soyez et en fonction de votre temps. Donc, si vous avez la journée un boulot et l'après-midi, le soir, vous êtes beaucoup plus libre la nuit et vous ne pouvez pas vous déplacer parce qu'il y a le couvre-feu, ainsi de suite, vous pourrez simplement vous former depuis chez vous. Donc, la réponse est oui, vous pouvez vous former à la cybersécurité. Et le mot de fin, du coup, je tiens à remercier l'université virtuelle. Je sais que Laïka l'a dit et je pense que Yann le dirait également, mais je pense que c'est parce qu'on le pense sincèrement. Merci pour cette invitation pour partager sur la cybersécurité au Gabon. Merci également à l'initiative de l'université virtuelle que je connais maintenant depuis quelques années. J'ai rencontré le directeur général, Yann Mako, quand j'ai été au Gabon l'été dernier. Et j'avais eu l'occasion de lui dire en présentiel que son initiative était très belle et que c'était quelque chose qui permettrait de répondre à une vraie problématique au Gabon, celle de pouvoir être formé à tout moment et à tout endroit. La licence cybersécurité de l'université virtuelle qui est désormais disponible. J'ai eu le plaisir de travailler sur cette licence cybersécurité. Le programme que cette licence propose permet vraiment de répondre à une problématique très intéressante, celle que présentait Laïka tout à l'heure, de se dire qu'on est en manque de ressources, on a besoin des personnes formées, on a besoin des personnes compétentes en matière de cybersécurité. Et donc, cette licence sur 2 années permet de monter en compétences très rapidement et avec un programme très riche qui serait à la fois théorique pour apprendre tout ce qu'il faut savoir très rapidement sur la cybersécurité, mais également pratique parce qu'on pourra vous proposer des stages pour vous accompagner à monter en compétences de manière opérationnelle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu à travailler sur ce programme-là, sur cette licence cybersécurité que je trouve très intéressant et je pense que ça pourra vraiment
être d'un très, très grand secours pour le Gabon et même pour plusieurs autres pays, nos très chers voisins de l'Afrique. Ça, c'était pour la partie université virtuelle. Et enfin, je l'ai dit et je le répète, je suis président du CESIA. C'est le club des experts de la sécurité de l'information. Et donc, c'est d'ailleurs au nom du CESIA que j'ai participé au programme de la licence cybersécurité. Le CESIA est un club qui qui réunit les responsables sécurité, les directeurs des systèmes d'information. Non seulement on a des travaux entre nous pour échanger, pour partager nos retours d'expérience, pour comprendre, pour essayer d'apprendre rapidement de ce que font les cybercriminels, mais on est aussi disposé, comme l'a dit Yann tout à l'heure, pour accompagner les entreprises, pour accompagner les particuliers, à la fois sur nos retours d'expérience, mais également sur des retours enfin, sur des livrables pour aider les entreprises à se préserver le plus possible des cybercriminels. Et d'ailleurs, au CESIA, cette année, on a lancé un programme de 3 collèges. Un collège, c'est un regroupement de 3-4 personnes, 3-4 membres du CESIA qui travaillent sur des livrables qui auront pour vocation à accompagner tous les secteurs. On a un livrable qui est un livre blanc à destination des dirigeants, des chefs d'entreprise, pour qu'ils prennent conscience de la cybersécurité dans un langage très ouvert, parce que le responsable d'entreprise, ce n'est pas quelqu'un qui veut forcément comprendre très techniquement comment est la cybersécurité. Donc, dans un langage très simple, mais qui comprenne quels sont les enjeux de son entreprise et quelles sont les attentes de sa part en tant que responsable d'entreprise. Ensuite, on a un autre collège qui travaille sur une bande dessinée qui sera à destination de tous les citoyens africains, une bande dessinée africaine sur la cybersécurité pour comprendre la cybersécurité de manière très simple et savoir comment se protéger des cyberattaques les plus fréquentes. Et le troisième et dernier collège, c'est un kit de sensibilisation à destination des entreprises africaines pour pouvoir sensibiliser efficacement et déployer une vraie culture cyber dans des entreprises pour se protéger. La cybersécurité, c'est une affaire de tous. C'est tous ensemble qu'on pourra se sentir de plus en plus protégé. Et c'est ce que nous avons comme devise au CESIA. Et la grosse ambition que nous avons, c'est d'accompagner les acteurs africains dans tous les secteurs. Merci encore une fois à l'Université virtuelle. Merci à Lida et merci à Yann. Merci Yann Velembia d'avoir partagé ce plateau avec moi. Merci Laïka également. Ça fut un vrai plaisir. Et puis, c'est mon mot de la fin. Vous imaginez bien que l'exercice est difficile après Laïka et après Didier. Mais je vais juste rentrer dans le même moule. Hein. C'est vraiment remercier l'université virtuelle qui a vraiment été au taquet, qui a suivi son projet, qui nous a relancé, qui nous a vraiment motivés, qui nous a fait trouver du temps. Mais le temps est important. Et par l'enthousiasme qu'on voit dans le chat, nous pensons que nous avons atteint les objectifs. Nous restons disponibles même après ce webinaire. Il faut intégrer quelque chose, c'est que l'œuvre est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il n'y aura jamais assez d'experts en cybersécurité. Il ne faut pas se dire parce que je ne suis pas diplômé, parce que je n'ai pas la formation qu'ont les autres à Harvard ou à l'ANSSI, que je ne peux pas œuvrer pour la cybersécurité. Nous avons dit tout à l'heure que l'être humain, donc le simple employé, le simple usager que nous sommes, peut avoir un apport considérable. Donc, tournez-vous vers l'université virtuelle, tournez-vous vers le CESIA, tournez-vous vers ST Digital, vers la NAF, vous allez avoir des informations. La veille technologique aussi est importante. On va sur Internet pour Facebook, pour WhatsApp, pour Telegram, mais il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons apprendre sur YouTube, sur d'autres sites. Donc, il faut qu'on veille au grain, qu'on garde nos lanternes allumées et qu'on développe à chaque fois nos aptitudes pour pouvoir œuvrer pour une meilleure cyberprotection. Merci et bonne soirée à vous. Merci à tous. Alors, chers participants, vous l'avez bien entendu, la demande est tellement forte au niveau du Gabon, ce serait dommage que l'on continue à chercher la main-d'œuvre à l'étranger alors qu'on peut bien l'avoir au Gabon, chez nous. Donc, merci encore d'avoir participé. À toutes les personnes qui ont participé, merci d'avoir répondu présent à cet appel. Et comme on le disait tout à l'heure, monsieur Didier Silva le disait, directeur de la CESIA, la formation cybersécurité, elle est bel et bien au Gabon,
sur la plateforme de l'Université virtuelle privée du Gabon. Donc, où que vous soyez, vous pouvez vous faire former en cybersécurité. Donc, la licence, elle est là. Et donc, j'annonçais déjà que le jeudi 22 avril, voilà, 22 avril 2021, nous avons un prochain webinaire pour toutes les personnes qui veulent se faire former et qui veulent en savoir un peu plus sur la formation. Donc, nous avons vos contacts, vos mails, nous vous enverrons des mails de rappel le moment venu. Donc, merci encore à vous d'avoir participé. Et on n'a pas pu répondre à toutes les questions, malheureusement, mais on verra avec nos orateurs comment répondre aux autres questions et vous les envoyer. Donc, merci encore à vous et à très bientôt. Merci aux orateurs de nous avoir édifiés sur cette thématique ce soir. Merci. Alors, merci Alida. Merci au revoir et bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Étudiez en ligne sur PC ou smartphone quand vous voulez, depuis chez vous et à votre rythme, c'est possible avec l'Université virtuelle privée du Gabon. L'Université virtuelle privée du Gabon, l'UNIVGA, est l'initiative d'un jeune Gabonais, Yann Marcobiani, diplômé en informatique, spécialiste en nouvelles technologies. Le but de ce projet consiste à permettre aux personnes avec des contraintes de mobilité de pouvoir accéder à une formation d'enseignement supérieur 100% à distance, et ce grâce à des ressources et des outils d'apprentissage en ligne. Site internet, applications mobiles, gestion de cours, gestion des étudiants et enseignants sélectionnés parmi les meilleurs dans le monde, gestion des examens et des cours disponibles online et offline. Et depuis le 16 août 2019, l'Université virtuelle privée du Gabon a intégré le CINVIU, Comstech Inter-Islamic Network on Virtual Universities, qui est le comité du réseau inter-islamique sur les universités virtuelles. L'UNIVGA a été représenté par son fondateur lors de la deuxième assemblée générale tenue du 6 au 8 octobre 2019 à Téhéran, en Iran. Membre accrédité par Lincoln University College, LUC, l'une des plus grandes universités en Malaisie, approuvé par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Malaisie et l'agence malaisienne Accréditation MQA National Accreditation Board. L'UNIVGA collabore avec plusieurs autres universités virtuelles en Afrique, dont celles de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, du Tchad, de la Tunisie, du Sénégal et bien d'autres. En somme, l'UNIVGA, c'est plus de 350 universités accréditées dans le monde, réparties à travers plus d'une quinzaine de partenaires. Plusieurs accords de partenariat obtenus avec des prestigieux organismes et institutions universitaires en Afrique et dans le monde, offrant des opportunités d'études en ligne ou à l'étranger à de nombreux étudiants africains et gabonais en particulier. La particularité de l'UNIVGA se résume d'une part par sa mission: rendre l'apprentissage plus accessible à tous, peu importe le lieu de résidence dans le monde. Offrir une variété de cours de différents niveaux aux étudiants. Maintenir la bonne crédibilité et la bonne réputation bâtie en tant que prestataire dans les cours en ligne. D'autre part, par sa vision, celle de positionner cette organisation comme un leader dans l'industrie de l'apprentissage en ligne en Afrique. Avec l'UNIVGA, que vous soyez étudiant ou professionnel, choisissez objectivement votre formation à distance, du niveau de technicien jusqu'au niveau master Bac+5. Commencez tranquillement votre formation à votre rythme, à domicile ou au bureau. L'UNIVGA met à la disposition de tous une plateforme dédiée à la validation des acquis d'expérience professionnelle, aux cours et examens de langue, aux certifications et aux examens. Ainsi, vous pouvez sereinement préparer votre certification, votre BTS, votre DUT, votre licence, votre master, votre MBA, votre doctorat. Comment accéder aux cours en ligne? C'est très simple. Deux options disponibles pour accéder aux cours en ligne à l'UNIVGA depuis son site internet www.univga-edu.ga ou depuis l'application Android UNIVGA téléchargeable depuis Google Play Store. Une fois connecté, chaque étudiant doit créer un compte gratuitement. C'est à partir de ce compte, une fois le choix de la formation effectué, les cours sont directement affectés dans le compte de chaque étudiant et rendus disponibles 24 heures sur 24 après le paiement de leur formation.
À partir de leur compte, les étudiants peuvent voir tous les enseignants de chaque cours et interagir avec eux grâce au forum disponible dans chaque cours, mais aussi grâce à un système de messagerie interne et instantané. Un avantage important, la possibilité de pouvoir rendre le cours disponible en mode hors ligne à partir de l'application Android. L'Université virtuelle privée du Gabon est joignable au Gabon au contact mobile +241 066 18 44 08 ou par son adresse email contact@univga.ga ou via son site internet www.univga-edu.ga.